Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de m'entretenir avec Lara Istel Barontini, auteure, conférencière sur le mieux-être au travail, enseignante en yoga, en méditation, en sophrologie, en écopsychologie et j'en passe. J'ai rencontré Lara l'an dernier lorsqu'elle a accepté de poser en lingerie pour Imperfection lors du tournage d'une vidéo body positive projetée au Salon international de la lingerie en janvier 2020. Le jour J, Lara m'a soufflé qu'après une prise de poids conséquente, ce shooting avait été un déclic qui lui a permis de comprendre que son nouveau corps portait son histoire. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous faire découvrir la résilience et l'optimisme de Lara à propos de ses 8 longues années de parcours PMA ou procréation médicalement assistée. Un sujet aussi bouleversant qu'important, puisque 500 000 couples en France consulteraient chaque année pour être aidés à concevoir un enfant. C'est avec une grande émotion, mais surtout avec une grande admiration, que je partage aujourd'hui avec vous le témoignage de Lara. Bonjour Lara, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Mathilde, je suis très honorée et également ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Lara et me présenter en quelques mots, je reprendrai peut-être une ligne que j'ai lue. Je suis une femme et je suis aimée et j'aime. Je crois que ça me définit aujourd'hui. Voilà. C'est beau. C'est beau. Est-ce que tu peux me parler de ta relation avec ton corps ? Quelle est-elle aujourd'hui ? Ma relation avec mon corps, aujourd'hui, beaucoup plus apaisée. Beaucoup plus apaisée. Pas encore complètement, pour être honnête. Oui, pas encore complètement, mais en tout cas, je suis plus vers l'apaisement et pas forcément l'acceptation. Je trouve que ce mot, je l'ai banni un petit peu, parce qu'il n'y a rien à accepter finalement. Mm-hmm. Mais oui, j'ai arrêté d'être dans le combat. Je sais que je ne peux pas faire un grand écart sans 1 heure d'échauffement. Mais c'est ok. Donc j'ai arrêté d'être dans ce combat-là, mais plutôt être à l'écoute de ce qui est bon pour moi. Et quand je suis fatiguée ou quand je suis pleine d'énergie, essayer plutôt de fonctionner avec ça. D'accord, super. Quel est le moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui ? Le moment clé de ma vie de femme, c'est il y a quelques mois. C'est pas très ancien. C'est ce moment où justement j'ai arrêté de me battre contre mon corps. Après on va dire 9 ans de combat acharné pour être enceinte, un parcours PMA avec une médication très lourde, j'ai lâché prise. On appellera ça le karma, le dharma comme on a envie, mais plus être dans le moment présent. Donc c'est ce moment où je me suis rendu compte que je ne serais pas mère au sens tomber enceinte, porter un enfant, mais que j'avais plein d'autres choses à transmettre aux autres, une autre façon d'être mère-veilleuse. J'aime bien ce mot-là. Je pense que c'est ce moment qui est très important. Du côté de mon époux, c'est pas le même processus, donc voilà. Mais de mon côté, accepter ce corps du coup qui me porte, qui a supporté toute cette médication très très lourde pendant 8 ans, qui l'a transformé. Et
et qui fait ma force aujourd'hui. La femme que je suis debout, je prends toujours l'exemple de la sculpture de Giacometti avec cet homme qui marche debout en fer, mais c'est vraiment ça, ces épreuves finalement qui ont peut-être été nécessaires pour être la femme que je suis sans besoin de paraître. Voilà, enlever ses couches. Est-ce que tu peux nous retracer chronologiquement ton parcours PMA ? Mon parcours PMA, c'est 10 ans d'amour avec mon époux, l'achat d'une belle maison et l'envie on va dire, de la peupler de cris d'enfants et de joie d'enfants. Un projet de vie, en fait, vraiment, la maison, le chien, voilà, en pleine nature, voilà, vraiment le schéma un petit peu du bonheur qu'on pense, voilà, qui rentre dans une case. Et en fait, 1 an et demi, voilà, ma gynéco qui me suivait m'a fait faire des tests, à moi en premier. C'est rigolo, on fait toujours les tests sur les femmes. Alors les tests sur les femmes, en plus, sont plutôt barbares, hein. C'est l'hystérosalpingographie, on vous injecte un liquide dans les trompes sans anesthésie. Voilà, donc c'est... Ouais, voilà, quand j'en ai parlé à ma maman, elle me dit je monte. Elle est dans le sud de la France, elle m'a dit je viens avec toi. Je lui fais mais non, ça va aller. Elle me fait si, je monte. Et oui, j'en ai eu 3. Voilà. Pour voir Pourquoi si tout... 3 parce qu'à chaque protocole médical, quand on laisse passer un peu de temps, il faut revérifier que tout circule correctement. En fait, ils injectent un liquide coloré qui permet de voir en fait tout l'appareil génital, je crois qu'on dit comme ça, interne. Oui. Voilà, je suis pas une pro, je suis pas une médecin. Très bien. Donc, voilà. Du coup, de mon côté, c'était ok, tout allait bien, voilà. En fait, on a fait les tests du côté de mon époux et il fait partie de ces hommes. Je crois que c'est un homme sur 5 actuellement, ou un homme sur 4, qui est OATS. Oligo quelque chose, bref, peu importe. Il fait partie, voilà, de ces hommes qui ont moins de facilité à procréer, tout simplement. Voilà. Les spermatozoïdes sont moins mobiles et ont moins de formes typiques. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'un couple sur 5 dans un process d'enfanter consulte par rapport à une problématique de fertilité. C'est quelque chose d'hallucinant. C'est énorme. Et plus ça va, et plus... voilà, il y a des livres qui sortent dessus, il y a beaucoup d'accompagnement psychologique, yoga, etc. Thérapie alternative, ça je trouve ça très bien douce. Et voilà comment j'ai mis le doigt dedans. Donc par contre, pour tomber enceinte, même si la problématique vient de l'un ou de l'autre, c'est toute la femme qui supporte les traitements. Donc supporter les traitements, ça veut dire se doper aux hormones comme une cocotte. C'est l'image que j'en ai. Des piqûres dans le ventre, avoir des bleus partout, se faire des piqûres dans le ventre à des heures régulières quand on est invité, quand on rentre du boulot. Moi qui supportais pas les injections, qui supportais pas les piqûres, les prises de sang, je tombe dans les pommes, hein. Je supporte pas la vue du sang. Alors là, ça m'a désensibilisée. C'est un protocole très lourd où on vient faire tous les matins, pendant le process, on vient faire des échographies vaginales. On a l'impression d'être des poules en batterie, parce qu'on est nombreuses à ces heures-là. Il n'y a pas forcément de soins et de prise en considération de ce moment où on est gonflé aux hormones, c'est-à-dire qu'on va être un peu hystérique, mais dans le sens... je suis dopée aux hormones, donc oui, je vais avoir des moments où on ne peut même pas me toucher. Ou faire une échographie vaginale émotionnellement, de le faire à côté de nanas qui sont enceintes de 6 mois, 7 mois, c'est juste pas possible, hein. J'avais envie de trucider toutes les femmes enceintes que je voyais dans la rue, et c'est je pense un sentiment normal à ce moment-là, d'injustice criante. Du coup, je me suis sentie... En fait, je suis passée de la jeune fille, jeune femme, à l'envie d'être mère, mais finalement sans forcément de transition et avec cette médicalisation de mon corps. J'ai eu vraiment cette impression pendant 8 ans, c'est pas qu'une impression, de mon corps qui m'appartenait plus. Il fallait écarter les jambes, voilà, je mâche pas mes mots pour vérifier telle chose, etc., etc.
avec ce sentiment d'injustice, donc ces hormones qu'on nous fait prendre, et avec des dosages qu'on expérimente, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi l'embryon ne s'attache pas. Enfin voilà, il y a plein de choses que la médecine est très récente par rapport à ça. Voilà, il y a plein de protocoles. Moi, j'ai vécu SI, FIV, ICSI. Voilà, pour le terme technique, c'est-à-dire qu'on va me stimuler pour, par rapport à mon cycle, avoir un maximum d'ovocytes, les récolter. Donc à chaque fois, anesthésie générale, on fait une grosse piqûre à travers le vagin. On vient récolter tous ces ovocytes. On vient vous dire en salle de réveil, ah bah c'est bien, il y a tant d'ovocytes. Ou alors, ah bah non, c'est pas bien, il y en a que 3. Donc cette impression d'injustice du corps qu'on comprend plus, qu'on ressent plus en tant que femme. Moi j'ai mes règles tous les 28 jours, j'ai un cycle tout à fait normal, mais complètement déconnecté, puisqu'on fait des cycles artificiels, je pense qu'on peut dire comme ça. Donc ouais, vraiment une grosse déconnexion par rapport à mon cycle de femme. Du coup, j'ai déclenché une hypothyroïdie par rapport à ça. Donc ça veut dire un rythme du corps qui est plus lent. J'ai pris beaucoup de poids. La grosse fumeuse que j'étais, l'accro au café, je mangeais pas beaucoup, grosse fringale. Voilà, j'ai pris du poids. Et pour terminer là-dessus, j'ai dû faire beaucoup de pauses, du temps. Là, pour l'instant, j'ai arrêté tout protocole. Je sais pas, on a lancé une procédure d'adoption. Je sais pas si on va la continuer. Je me laisse du temps, de l'espace. Parce que quand la dernière FIV où ça n'a pas fonctionné, j'étais enceinte de jumeaux. J'ai fait une fausse couche il y a 1 an et demi. Après une FIV en Espagne, FIV-ICSI avec donneuse. C'est-à-dire qu'on a pris les ovocytes d'une donneuse plus jeune que moi, qui me ressemble. On choisit les œufs, je veux dire, sur catalogue. D'accord. C'est une démarche qui nous a pris beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que j'avais plus de 35 ans. Donc pour la médecine française, je leur en veux pas, c'est leur statistique et c'est ok. Je suis trop vieille. Mes ovocytes ont mon âge. Mes ovocytes ont 35 ans. Donc je conseille à toutes les jeunes femmes, si elles en ont la possibilité, si elles font des longues études, de congeler leurs ovocytes à l'étranger. C'est une procédure très simple et ça permet d'être sereine par rapport à ça. Vous pouvez les décongeler, les donner après, pour les gens qui justement ont ce besoin-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être périmée. D'être périmée après avoir fait subir tout ça à mon corps, tout ça pour avoir cet espoir-là. Et finalement, très peu d'accompagnement psychologique, parce que les rendez-vous avec une psychologue spécialisée, c'est une fois tous les je ne sais combien. Voilà, ce sont des protocoles qui durent 3, 4, 5, 6 mois, tout dépend. Et on est reçu en même temps que les femmes enceintes. Donc quand on est dans ces protocoles-là, on n'a pas forcément envie. C'est en train de changer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui œuvrent à ça. Voilà, des livres qui sortent là-dessus en français, en anglais. Mais le conseil à la Lara d'il y a 8 ans, c'est prends ton temps. Écoute ton corps. Ne cherche pas à tout prix à ce que ça fonctionne, parce qu'il y a un pourcentage, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas ? Parce que, moi je crois au dharma, mais c'est peut-être pas mon chemin. Et ça fait 1 an et demi après cette fausse couche qui a été très douloureuse, parce qu'on y croyait très fort. Mon époux y croyait très fort, cette perte de sang sous la douche, cette douleur, pas physique, mais je me vois hurler, crier d'injustice. D'injustice. Et du coup... revenir à mon corps, à ce qui est bon pour lui, accepter que je sois voluptueuse, ou le terme qu'on emploie. Mon mari supporte pas que j'utilise ce terme-là. Voilà. Parce qu'il pense que je suis belle comme je suis et qu'il n'y a pas besoin de mettre un nom. Je pense que Mathilde, tu es la première. Voilà, je pense que tu es d'accord avec ça. Tout à fait. Ouais, et du coup, je pense que c'est
J'ai accepté un moment où j'étais pas bien et je me suis foutu la paix. J'ai mis beaucoup de distance avec ça. Et peut-être un enfant viendra de manière naturelle, parce qu'on a une chance sur 1 million, hein, donc bon, quand même, ou pas, ou on adoptera, ou on fera peut-être appel une dernière fois à une donneuse d'ovocytes, et peu importe, parce qu'on a beaucoup d'amour à donner. Et du coup, je me suis réconciliée avec mon corps en bossant de manière un peu acharnée. Je sais pas forcément. Voilà, c'est une façon de mettre mon énergie ailleurs, en tout cas. Et du coup, je crée autrement, je transmets autrement aujourd'hui. Et les retours dans mon milieu pro et on va dire de mes pairs, PAIRS, je pense que je suis au bon endroit, ce qui est bon pour moi. Et je suis plus dans le combat avec mon corps, mais j'accepte parce qu'il me porte tous les jours. Et justement, qu'est-ce que tu transmets au quotidien ? Je vais prendre l'exemple d'hier, de ce week-end. J'ai donné mes derniers cours de yoga en région parisienne, dans un très bel endroit qui a accueilli notre mariage. Et je pense que les participantes et participants, qui étaient très nombreux d'ailleurs, on est en pleine nature, dans un cadre magnifique, ont dû ressentir l'émotion. Voilà, parce que j'ai eu des retours de personnes, c'était des cours de yoga et de méditation. Les personnes sont venues, que ce soit des débutants, des pratiquants aguerris, voilà, des retours dans ma transmission, dans ma générosité, dans ma lumière, alors qu'on était avec le masque, comme quoi. Je crois que je suis exactement là où je dois être. Et à la rigueur, j'ai plus peur. J'ai plus peur que d'avoir un bourrelet. Je suis comme je suis. Et c'est parfait. Oui, c'est juste. Tu dirais que le yoga t'a sauvée ? Ah, alors là, complètement. Oui, complètement. Le yoga salvateur, c'est rigolo parce que il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, Maxime Fournier a écrit sur mon parcours dans un bouquin sur l'audace chez Roll. Il a intitulé, on va dire, la mini-bio, c'est un peu bizarre de dire ça sur moi, avec des personnalités très connues qui ont osé. Et du coup, il a intitulé son article, après m'avoir interviewé, le yoga salvateur, et je comprenais pas trop. Et là, je l'ai relu il y a pas longtemps, ce qu'il a écrit sur moi, et oui, c'est dans cette conscience de mon corps, quand j'ai changé de vie, que j'ai fait mon burn-out, j'étais complètement déconnectée. Je m'écoutais plus, je buvais des litres de café, je fumais beaucoup de cigarettes. Dès que je suis déconnectée de mes cycles de femme, de mes cycles... voilà, quand je suis fatiguée, j'essaye d'adapter mon activité aujourd'hui. Le yoga m'apporte beaucoup. Il y a des jours où je suis incapable de me mettre sur un tapis de yoga. Et c'est ok. Quand j'ai une dame hier qui était pas très très bien, je lui dis mais vous pouvez vous allonger avec nous et respirer pendant 1 heure. Elle m'a regardée, elle me dit, je fais oui, c'est aussi ça le yoga. J'aimerais qu'on aborde le sujet de la parole pendant ton parcours PMA. Est-ce que tu as parlé ? Est-ce que tu as pu parler avant, pendant, après tes traitements ? Ou avec qui est-ce que tu as parlé ? C'est intéressant comme question, c'est très intéressant. La parole avant, pendant, après, et avec qui j'ai parlé. On a un soutien psy si on veut, mais c'est très léger et je me suis pas sentie... C'était encore mettre dans la case de la nana qui est dans un parcours PMA, blablabla. J'avais pas envie. Et c'est très léger, l'accompagnement, en tout cas psychologique. Avec qui j'ai parlé avec mon ostéo, parce que mon corps souffrait par toutes ces prises d'hormones, de médications, voilà, par toutes ces anesthésies générales. Voilà, c'est pas non plus anodin de se faire plein d'anesthésie générale pour les ponctions ovocytaires. J'ai parlé... j'étais accompagnée par une psychologue que j'avais choisie. Et ça a été compliqué parce que j'ai réussi à la faire pleurer. Enfin, j'ai réussi. C'est pas une réussite, mais plusieurs fois, par la dureté du parcours. Ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, si moi je fais pleurer la psy, waouh. Voilà. Donc j'ai arrêté parce que c'était compliqué du coup de dire c'est ma faute si elle pleure.
voilà. Et à qui j'ai parlé, c'est pas évident. Parce que j'ai envie de dire, dans ces parcours-là, le tri avec mes amis s'est fait, mais de manière pas avec violence, hein, mais parce que dans ma génération, elle tombait toute enceinte. Mais oui, ça va venir, t'inquiète, faut pas y penser. Alors là, j'ai juste envie de les mordre. Voilà, parce que je comprends, je suis très contente pour elle et tout, mais je pense que si on n'est pas passé par là, si on n'a pas vécu dans sa chair, je pense que en tout cas, c'est compliqué de comprendre. Et j'ai parlé beaucoup avec ma maman, qui a été un soutien, qui m'a même dit de faire des pauses. Voilà, moi, je suis baignée aux médecines douces depuis que je suis petite. Donc voilà, après, beaucoup avec mon époux, on a essayé de rester. Ça nous a énormément renforcé au niveau de notre couple. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on est mariés, mais ça nous a rendu très forts. Je pense que soit ça fait exploser le couple, soit ça le rend... Enfin, vu ce qu'on s'est pris dans la figure, ça le rend... On est très soudés là-dessus, très complices, on n'a même plus besoin de parler pour communiquer ou pour faire passer quelque chose. Et j'ai pas beaucoup pu parler. Avec qui je citerai juste une amie qui se reconnaîtra, qui elle a eu un parcours, qui a eu des jumeaux, et sa sœur est en parcours également, et qui m'a proposé de lui parler, mais c'est pas évident. On se sent très très seul. C'est une douleur physique de vide, et c'est une douleur mentale. On a l'impression de voir des bébés, des femmes enceintes partout. J'ai même reçu un colis de couches qui ne m'étaient pas destinées. Non mais comme quoi la vie... Voilà. Mais c'est compliqué. Il n'y a pas forcément de structure pour accueillir cette parole-là. Oui. J'ai peut-être... Le seul moment où j'ai peut-être pu m'exprimer là-dessus, c'est lors de mon premier cercle de femmes. Voilà. Et lors d'un énième cercle, je vais citer avec Tatiana L, qui forme les gens au yoga de la femme. Et là, je me suis sentie... j'ai pu poser des mots en fait sur ce parcours-là. Je ne me suis pas sentie jugée. Et je la remercierai. Je pense qu'elle n'a pas conscience de ce que ça m'a apporté. Mais je ne me suis pas sentie jugée ou parce que j'étais pas mère. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un cercle de femmes ? Ah, oh là Pour les femmes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas. Un cercle de femmes, je dirais que c'est un moment entre femmes où on vient comme on est. On passe il y a une notion de confidentialité, c'est-à-dire que si on recroise une autre personne, on a vu dans ce cercle, dans cet espace-temps, c'est vraiment un espace et un temps. Il y a un lieu et vraiment un moment. Si on recroise au supermarché une personne qu'on a vue, on ne parlera pas de ce qui a été évoqué. C'est un moment où je le vois, où je viens déposer, reposer des choses sans jugement. Je viens également écouter d'autres femmes. Un cercle, je conseille à toutes d'expérimenter cela, parce que il y a Camille Sfez qui fait ça très bien, et que j'admire par tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle transmet, et où j'ai pu expérimenter cette notion qui est un peu vulgarisée aujourd'hui de sororité, mais c'est vraiment ça. Moi, j'étais dans une compétition permanente avec ma mère, les femmes de ma famille, avec les autres femmes. J'avais l'impression que je devais travailler de manière acharnée, que je pouvais envier, jalouser la réussite, ou ce que je pensais être une réussite, d'accord ? Ce qu'on veut bien montrer. Et en fait, non. Ça m'a réconciliée avec les autres femmes, les femmes de ma famille. En tout cas, moi, je me suis réconciliée avec elles. L'inverse, je ne suis pas sûre qu'on y soit, mais... Et en fait, on vit toute la même chose. Le fait de se rendre compte dans ces cercles, de manière... suivant nos chemins de vie ou nos expériences, mais qu'on a exactement les mêmes problématiques, les mêmes besoins, qu'on soit mère, qu'on se dise, mais voilà, le poids de nos mères aussi, de notre famille, qu'on soit à la hauteur, pas à la hauteur, que ça aille pas. Tout ce qu'on se met aussi en coaching, on appelle ça les drivers,
je dois être parfaite, je dois faire plaisir à, fais plaisir, fais un bisou quand t'es petite fille, sois parfaite, c'est tous ces drivers dont on n'a pas conscience, mais qui est toujours en train, lancinant. Non, on n'en a rien à faire en fait. Dans ces cercles-là, j'ai beau être entre une émotion, tristesse, fatiguée, je le pose. Il n'y a pas de jugement, mais c'est vraiment un moment où, j'allais dire, moi c'est vraiment ma thérapie. D'accord. Donc j'invite à l'expérimenter. Je ne sais pas si j'expliquais vraiment ce qu'était un cercle, mais c'est un moment pour soi. Je pense que c'est un cadeau à se faire. Si on a ce besoin-là, ou si on sent qu'on est en perpétuelle comparaison, qu'on a ce côté envieux, jalousie, ou qu'on est également l'objet d'envie, de jalousie ou de comparaison de d'autres personnes, que ce soit perso, pro, peu importe, voilà, moi ça m'a beaucoup réconciliée, donc je le conseille. Et tu le conseillerais notamment à des femmes qui sont en parcours PMA ? Complètement. Oui, complètement. C'est rigolo que tu en parles. Mais oui. Oui. Ça fait partie des projets. Génial. Je reverrai en temps voulu. Voilà, des projets qui sont en cours pour 2021, mais d'avoir cet espace sans pratique forcément physique. Voilà. Il y a des personnes qui font ça très bien, mais un espace où on peut dire, j'ai envie de... Je vais avoir des mots très forts, mais des personnes qui sont en parcours vont l'entendre, PMA ou peu importe, où on a envie de trucider toutes les femmes enceintes qu'on croise, que toutes nos amies, toutes nos relations pro-perso, oui, ça va arriver, faut pas y penser, mets les jambes en l'air, oui, mais vous n'utilisez pas la bonne position, blabla, mais c'est pas possible, on n'a pas à l'accepter, ça. Non, je n'accepte pas que tu me dises ça. Ça va pas. Non, je te demande ton soutien, mais ne viens pas avec ton jugement, tes idées reçues. Non, c'est non. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux femmes qui sont en parcours PMA aujourd'hui ? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, des outils à leur transmettre ? Alors, ça n'engage que moi, par mon expérience de 9 ans PMA. Et c'est rigolo d'ailleurs, parce que chaque cours que je donnais pour des personnes en parcours PMA, je commençais toujours en disant « Je m'appelle Lara et j'ai 8 ans, 9 ans de PMA. » Et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai toujours été très étonnée que les femmes restent à mes cours. Parce que je me suis dit, elles vont me dire « Non, mais elle n'a pas réussi, donc elles vont s'en aller. » C'est des cours pour la fertilité. Ouais, que je donnais. Mais ça m'a toujours étonnée. Je m'attendais toujours à ce qu'ils me disent « Mais on s'en va. » Et non, j'ai encore des gens, je donne plus de cours là-dessus sur Paris, mais du coup, j'ai encore des personnes qui me contactent en me disant « Mais Lara, merci pour ces cours-là. » Donc, comme quoi, voilà, je reviens à ta question, mais ça me paraissait important de le préciser. Comme conseil, prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. En France, à 35 ans, on est considéré comme périmé par le corps médical. Voilà, que ce soit des équipes très connues. Voilà, j'ai fait énormément de centres publics, privés. Voilà, j'ai aussi fait du privé en Espagne, du coup. Je ne vais pas citer de nom. Il n'y a pas de moins ou mieux, d'accord, peu importe. De se faire confiance, de s'écouter. Si on a besoin de faire une pause, de ne pas se lancer à corps perdu là-dedans. Voilà, de garder des choses qui nous font plaisir. Une activité. Si vous êtes sportif, bien sûr, réduire dans ces périodes-là, mais ne pas s'arrêter de vivre. Ce que j'ai fait, ne pas s'arrêter de vivre et ne pas vivre que pour ça. C'est un enfant, je pense que c'est sur le chemin, mais c'est pas le chemin. Vraiment. J'en ai les frissons, mais c'est vraiment ça. C'est... Oui. Est-ce que... Savoir ce qu'il y a derrière l'enfant. Si c'est un plaisir égoïste d'immortalité quelque part, parce que j'ai besoin de ça, ou peut-être autre chose. Mais mon conseil, c'est de ne pas s'oublier en tant que femme et en tant que couple, qu'on soit un couple hétéro, homo, enfin peu importe, mais il y a les PMA pour les femmes, etc. Du coup, ça... ne pas s'oublier, écouter ce dont on a besoin, faire des pauses. Et un exemple, en Espagne, j'y suis arrivée, j'ai fait ma première FIVIXI là-bas, j'avais 37 ans.
36 ans, pardon, 36 ans. Et on m'avait dit grosso modo que j'étais périmée en France. Enfin, périmée, voilà, je mets la forme, ou pas. Et on m'a dit, non mais là, vous êtes une de nos plus jeunes patientes. La moyenne d'âge, c'est 42 ans. Ok, ne serait-ce que ça, je suis sûre que ça a fonctionné psychologiquement pour ça. Donc mon conseil, c'est faites-vous confiance, écoutez-vous, prenez du temps dans votre couple, de se lancer à corps perdu parce qu'on y croit et l'espoir, c'est très beau. Mais de ne pas oublier que vous êtes d'abord une femme et une femme et un homme, 2 hommes, enfin peu importe, mais un couple avant d'être un couple en PMA, quoi. C'est hyper important. Gardez vos activités, gardez des choses qui vous font plaisir, et puis dites non à votre entourage, à tous les conseils des biens qui pensent vous faire du bien en disant ça va venir, fais telle position, machin. Non, envoyez les boulets, quoi, c'est ok. Voilà les conseils. Merci Lara, c'est précieux. Tu nous as dit que ton corps avait changé. Est-ce que le regard sur ton corps a changé ? Le regard que j'ai moi-même sur mon corps ou le regard des autres ? Le regard que tu portes sur ton corps. Avec ce parcours ? C'est une bonne question. Est-ce que mon regard a changé ? En fait, je pense que ça va être très dur, ce que je vais dire. Je pense que mon parcours, il est juste. Ça, c'est dans la notion de dharma. Donc, prenez-le si vous avez envie de le prendre. Si c'est trop dur, ne le prenez pas. Je pense que j'avais besoin de passer par ce parcours-là pour être la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas fini, c'est un chemin. Mais je pense que c'est très dur. Donc voilà, ça n'engage que moi. Voilà. Si c'est trop dur pour vous, ne laissez-le de côté. C'est trop à vif, mais tout est juste. Et je pense que c'est le parcours que je dois suivre, que je sois mère ou pas, de différentes manières. Je ne serai pas la Lara que je suis, je parlais de moi la troisième personne, mais ouais, que je suis aujourd'hui avec mes forces, mes faiblesses. J'étais énormément dans l'apparence. Par mon ancien métier, je travaillais dans le prêt-à-porter de luxe, dans le 7e arrondissement. et du coup, j'étais dans une volonté de me plier une apparence à quelque chose que je pensais bon pour moi. Et en fait, non. Je pense que j'ai une générosité de cœur, cet amour inconditionnel, je ne sais pas comment le dire. Et si j'ai une blessure, mais je le vois vraiment comme ça, de manière, je le visualise, si j'ai une blessure, ça va l'ouvrir encore plus. Et ça fait partie du chemin. Donc mon corps, j'ai beaucoup d'amour aujourd'hui pour lui, parce qu'il me permet tous les matins de me lever. Il me permet de m'asseoir en tailleur ou en demi-lotus, suivant les matins, parce qu'il y a des matins où ça passe pas. Il me permet tout ça, il me permet de transmettre, de recevoir aussi. C'est nouveau, j'accepte de recevoir beaucoup de choses, d'amour, d'attention. Là, j'entame un changement de vie, en tout cas de région, et j'ai eu des attentions, des cadeaux de personnes. Je ne m'attendais pas à ça, de personnes qui font partie de ma vie, et très émue, très touchée, et je les reçois avec beaucoup de cœur. Et mon corps, il me permet de recevoir sur la terre, dans cette incarnation-là, aujourd'hui, cela. Donc j'ai beaucoup d'amour et de reconnaissance, de gratitude, le mot un peu bateau, mais c'est vraiment ça. Donc je le remercie. Je me dis merci tous les jours. Waouh. Merci à toi. Bravo. Est-ce que ton parcours PMA et ton parcours tout court de vie a influencé et a changé la manière dont tu t'habilles ? Oui, je dirais que mon parcours PMA a changé la manière dont je m'habille. Une première phase où je m'habillais large, moi qui m'habillais très serré, très près du corps. Je travaillais pour une marque et après une galerie d'art, donc j'étais dans un modèle de la femme androgyne, qu'on nous placardait partout depuis 2007, quand j'ai mis le doigt dedans. 2007. Et c'était ton idéal, cette femme-là ? Oui. C'était ce que je pensais être mon idéal, ce que je pensais être un idéal. Un idéal féminin. Pas de poitrine, des hanches très fines, 1m75, voilà. Et je me suis battue contre mon corps là-dessus.
Et le parcours PMA a fait exploser ça, puisque du coup, j'ai pris du poids, j'ai gonflé, je rentrais plus dans mes jeans, taille basse, ça débordait quoi. À un moment, c'était pas possible. La poitrine prend de l'ampleur. Et j'ai une période où pendant mes traitements, où j'étais en legging, en truc absolument immense, parce que je supportais pas mon corps. Et j'avais des périodes où j'arrêtais les traitements, où je redevenais plus mince, en tout cas ce qui est mon poids très bas. Et du coup, à un moment, quand j'ai changé de métier, que je me suis dit, mais merde, je disais un gros mot, mais voilà, à un moment, je vais mettre des leggings, je mets des leggings taille haute parce que je me sens bien avec ça, je mets des brassières un peu plus longues, je mets des bodys, j'avais cette peur de ne pas être légitime dans mon métier parce que j'étais plus voluptueuse. Ouais, moi j'aime bien le terme, si mon mari l'aime pas. Ça me plaît bien. Il y a généreux à l'intérieur, cette générosité de cœur. Ouais. Et à un moment, je me rappelle, c'est un premier événement où j'ai participé. C'était pour une marque de yoga. Voilà, et on a été filmés. C'est ma première télé, je suis passée sur M6 au journal. Et des gens très connus m'ont fait monter sur scène avec elle. Je m'attendais pas du tout à ça. Des profs de yoga hyper connus, donc ça commence à avoir plusieurs années. Le yoga n'était pas ce qu'il était maintenant, pas autant connu. Et en fait, elles m'ont fait monter sur scène avec elle. Et surtout, elles m'ont dit, mais Lara, tu es comme nous. Et alors là, moi qui étais avec mes kilos en trop, en legging blanc, tout en blanc, j'avais l'impression qu'on voyait que ma cellulite, c'était une horreur. Et ok. En fait, je suis pas trop. Mon corps, je peux l'habiller comme j'en ai envie. Deuxième étape, quand je suis passée au journal, en fait, j'ai des gens qui m'envoyaient des SMS. Je bossais entre midi et 2, je donnais des cours en entreprise. Des gens m'envoyaient des SMS. Lara, tu passes au journal d'M6, ok. Mais comment tu sais que c'est moi ? Ah on t'a reconnu, tes cheveux blonds bouclés et tes fesses. Et là. Et tes fesses ? Oui, mais parce que par rapport à toutes les nanas qui étaient filiformes, mes fesses en legging blanc, me dit on sait que c'est toi. Et je me suis dit, j'ai pas pris de part de ses amis, je sais que c'était pas quelque chose de péjoratif. Et là, ça a fait un déclic dans ma vie. Je me suis dit, mais en fait, c'est une force. À l'époque, j'étais la seule à faire, en tout cas, à travailler là-dessus et à être voluptueuse. En tout cas, en termes de visibilité, je me suis dit, mais c'est une force, en fait. Justement, je repense je fais un parallèle avec les yogis du cœur qui a eu lieu en septembre dernier, où je reçois un mail à la dernière minute. J'avais proposé d'être bénévole, parce que c'est un événement bénévole pour en tout cas permettre des opérations du cœur pour les enfants. Génial, et j'ai proposé, c'est à Versailles, lieu magnifique, l'orangerie de Versailles, j'ai proposé d'être prof bénévole pour accompagner les gens, installer les tapis, mais vraiment je fais partie de pas mal d'associations, c'est important. Voilà, de pouvoir donner. C'est important dans ma vie. Et du coup, mais la dernière minute, Lara, ça te dérangerait pas de monter sur un podium ? Alors là, les schémas de pensée, mince, je suis trop haut, je suis pas assez, machin. Et je suis montée, j'ai vu les regards de personnes qui comprenaient pas, de femmes, pas d'hommes, parce qu'il y a des hommes qui ont pratiqué. Il y a 700 yoginis, des femmes. J'ai senti là la méchanceté par rapport à... Moi, je l'ai pris par rapport à mes courbes, parce que je ne corresponds pas au schéma. Et peut-être que c'est l'effet miroir. Maintenant, je le conçois. C'est cet effet miroir de « Mais mince, elle fait pas un 34, donc elle n'a pas le droit d'être là. » Mais moi, je m'astreins à peut-être un régime drastique et je ne fais pas ce qu'elle fait. Donc, cette haine, et ça me fait de la peine pour ces personnes-là. Maintenant, je laisse glisser. Ça me fait de la peine. Et quand à la fin, on a fait des postures en duo, j'ai fait monter un homme avec moi, comme ça j'étais tranquille par rapport à ça. Et quand à la fin, j'ai des personnes qui sont venues, merci Lara, ça fait du bien. Parce que toutes les autres nanas étaient filiformes. Voilà, Aria qui est super connue dans le monde du yoga, adorable, qui m'a dit mais merci pour tout ce que tu es. J'étais très honorée. J'en parle, c'est un moment pour moi pilier. Et du coup,
en fait, les retours, et surtout avec toi, Mathilde, ce que tu m'as permis de faire aussi, de poser en lingerie, les retours de femmes, ouais, ça me remplit de joie. J'ai envie d'être, de leur dire que c'est possible, que on n'est pas trop haut, qu'on n'est pas, si on est filiforme, mais qu'on n'est pas non plus pas assez, qu'on est parfaite comme on est, et qu'on est belle dans notre diversité. Merci. Tu sais que je partage à 100% ce message. Lara, pour toi, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi ? S'habiller à sa juste valeur, c'est pas une question facile. S'habiller à sa juste valeur, c'est les jours où j'ai envie... C'est rigolo, tu me poses ça après avoir passé une séance avec toi de colorimétrie. C'est ça qu'on dit comme ça, je veux pas. Oui, une séance de colorimétrie, donc du coup. Pas tout à fait fait au hasard. Ouais, la réponse est du coup influencée. Voilà, mais les jours où j'ai envie d'être plus discrète, qu'on me laisse tranquille, parce que c'est des jours où j'ai ce besoin d'être lunaire, d'être dans mon intériorité, où je suis fatiguée, où j'ai pas forcément envie de parler avec tout le monde, je vais utiliser peut-être des vêtements ou des couleurs qui sont plus neutres. Et encore plus du coup après la précieuse séance faite avec toi. Mais ça maintenant j'en ai encore plus conscience. Et les jours où je suis d'humeur, oui, plus communicative, communicante, où je vais utiliser ces couleurs-là pour être plus visible, c'est comme ça que je le vois. Et après c'est toi la spécialiste, mais pour la signification des couleurs, m'habiller à ma juste valeur, c'est comment je me sens aujourd'hui. Comme quand je me pose sur un tapis yoga, comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que je vais juste être en Viparita Karani, donc c'est-à-dire poser les pieds contre un mur et me laisser tranquille, ou être sur une pratique vinyasa très dynamique où je vais mouiller le t-shirt, c'est pareil. Ouais. En fonction de mon état et aussi de ce que je dois faire. Donc m'habiller à ma juste valeur, c'est me respecter. Ouais. C'est-à-dire si j'ai envie de mettre un vieux t-shirt avec un vieux jean parce que je suis bien et que je dois être à la maison parce que je sais pas, je dois être sur l'ordi toute la journée, ou je dois rester ou que j'ai envie de garder mon pyjama. J'en ai pas avec des nounours, mais j'en ai un avec une Wonder Woman que j'aime bien, qui est délavée. C'est ok aussi, c'est m'habiller à ma juste valeur, c'est respecter en fait mon état du jour, et aussi en fonction de mes cycles de femme. J'essaye aujourd'hui d'agir, ou en tout cas de pouvoir caler mon planning ou ce que je dois faire en fonction de cette période du cycle où je sais que pour grosso modo mes 15 premiers jours, je vais schématiser, voilà, mais les 15 premiers jours de mon cycle, je sais que je suis dans une envie d'action et que j'ai l'énergie pour être dans cette envie d'action, de faire. Et voilà, je vais avoir cette énergie débordante. Et les 15 derniers jours, je schématise. Je vais faire énormément de to-do list. Mais c'est vraiment vrai, je fais des to-do list. Voilà, et je vais être moins dans l'action, je vais être plus fatiguée et j'essaye de respecter ça. Donc je m'habille en conséquence. Donc tu respectes le moment en présent, si je comprends bien. Oui. Ton moment présent, en tout cas. Oui, complètement. Oui. En tout cas, j'essaie. Lara, merci beaucoup pour ton témoignage qui est précieux et qui résonnera, je le suis sûre, pour plein de femmes. Merci à toi. Merci Mathilde, et je suis honorée, vraiment honorée, fière que tu... Voilà, de parler avec toi, et surtout je tiens à te remercier aussi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es aussi. Je pense que tu n'as peut-être pas encore conscience de tout ce que tu transmets, partages, et ce côté pionnier avec beaucoup de douceur que tu as. Et je te remercie au nom de toutes les femmes du monde. Prends le compliment. Mais... Je le prends, ouais. Je le garde précieusement. Merci beaucoup. Vous êtes toujours là ? Ça signifie que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous. Donc de mon côté, je vous glisse dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger les plus jolies citations du jour. Je vous laisse vous les approprier pour faire un pas de plus dans votre chemin vers l'amour de soi. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Promis, je les lis. Take care.